Steve Nadjar. Radio J. La troisième et dernière partie du grand journal. J'espère que vous passez un excellent début d'après-midi à l'écoute de Radio J. Vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, mais aussi sur l'application gratuite Radio Player France. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Laura Sibony, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous enseignez les bases de l'intelligence artificielle à HEC en entreprise après avoir travaillé pour Google Arts et Culture. Vous publiez chez Grasset Fantasia, un brillant essai consacré à l'IA, ses possibilités, les espoirs qu'il porte déjà, les craintes parfois exagérées qu'il suscite également et les dangers réels qu'il contribue à rendre possible. Laura Sibony, une révolution, c'est une révolution dont on a un peu de mal parfois à fixer les limites. Est-ce la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité ? J'irai pas jusque-là parce que justement, si j'ai voulu raconter l'intelligence artificielle, c'est aussi pour éviter les fantasmes qu'on peut avoir à ce sujet. D'abord parce que l'intelligence artificielle, au départ, c'est un champ scientifique. Avant d'être une technologie, c'est un champ scientifique qui vise à comprendre les facultés cognitives de l'homme en les simulant sur des machines. Et ensuite, c'est des technologies qui aujourd'hui ont pris le visage de ChatGPT, de Bard, et c'est tout un imaginaire qui est autour de ça. Et dans ce domaine-là, dans le domaine de la technologie et des usages, là oui, là c'est une révolution. On a vu 2 millions d'utilisateurs en un mois, 2 milliards d'utilisateurs en un mois, on en perd les ordres de grandeur de ChatGPT au moment de son lancement. On n'avait jamais vu une telle croissance d'une entreprise, une telle adoption aussi massive et aussi rapide d'une technologie. Un imaginaire qui avait déjà été beaucoup exploité par la science-fiction, la littérature, le cinéma. C'est quelque chose qui a toujours fasciné l'homme. Oui, et c'est ce que j'ai voulu refléter dans le titre, qui fait un écho discret aux Fantasia maghrébines, parce que, tout comme les Fantasia maghrébines, l'intelligence artificielle, ça fascine et ça effraie en même temps. C'est-à-dire qu'on en voit les opportunités, on voit la révolution que c'est dans un monde du travail à l'heure où on peut automatiser la majorité des tâches. On voit à quel point ça modifie même profondément notre rapport à la machine, ce qu'on va considérer comme étant le propre de l'homme, à l'heure où des intelligences artificielles peuvent générer du texte qui nous fait ressentir des émotions. Donc ça fascine. Et en même temps, ça effraie. Et évidemment, les visiteurs du lab de Google Agriculture revenaient toujours avec l'image de Terminator, avec tous les fantasmes qu'on peut avoir autour. Jamais une génération n'a eu autant de liberté que celle de l'entre-deux, écrivez-vous, celle qui a grandi dans les codes d'un monde sans Internet avant de découvrir l'intelligence artificielle. Mais jamais une génération n'a eu moins de liberté, ajoutez-vous Laura Sibony. Comment conserver un esprit critique quand on n'est exposé qu'à ce qu'on veut voir? L'ultra-personnalisation des contenus, l'enfermement dans un espace à la fois relationnel et informationnel numérique de plus en plus clos, c'est une menace lourde pour l'avenir de la démocratie? Complètement. Alors bien sûr, la désinformation, les fausses informations et la manière dont elles se répandent, la propagande, tout ça, ça existait avant l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle donne à la désinformation une ampleur, des moyens qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui existait auparavant, et notamment par le biais de la curation sur les réseaux sociaux, qui est peut-être l'élément le plus marquant. Donc la curation sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est la sélection qui va être faite du contenu pour que les utilisateurs des réseaux sociaux restent sur les plateformes le plus longtemps possible, puisque ce temps d'attention est vendu à des annonceurs, et donc restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Et pour ça, on va les exposer à du contenu qu'ils vont préalablement aimer. On va sélectionner le contenu auquel on est exposé. Et donc ça crée des bulles de filtre, c'est-à-dire un phénomène où on ne va plus voir que les informations qu'on pourrait déjà apprécier, ou les informations qui vont nous indigner et donc nous faire réagir et donc là aussi nous retenir sur les réseaux sociaux. Et ça peut notamment favoriser les contenus les plus extrémistes, racistes, homophobes, antisémites? Dans ce sens-là, oui. Puisque déjà le fait de n'être exposé qu'à des opinions avec lesquelles on est préalablement d'accord entraîne une radicalisation dans ces opinions. Et puis parce que les contenus qui font le plus réagir, l'une des émotions les plus fortes sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation, c'est la colère. Et donc les contenus qui mènent à l'indignation vont aussi être plus viraux, plus relayés.
Autre menace que vous évoquez dans le livre, Laura Sibony, la technologie des deepfakes à laquelle vous consacrez un chapitre. En quoi elle pourrait bouleverser les prochaines campagnes électorales, les européennes et peut-être encore plus la prochaine campagne qui a déjà démarré d'ailleurs aux États-Unis pour la présidentielle? Elle a déjà commencé. Un deepfake, c'est donc des vidéos ou des images qui ont été modifiées par intelligence artificielle avec une crédibilité qui est parfois surprenante. On l'a vu avec l'exemple de Taylor Swift récemment, qui a un rôle politique puisqu'elle a 1,3 milliard de followers, et il me semble, de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, et qui a été victime de deepfakes pornographiques. On l'a entendu avec des voice fakes, donc une modification de la voix, une imitation de la voix de Joe Biden. On l'a vu aussi dans le passé avec Barack Obama, je crois. Oui, alors Barack Obama, c'était un exemple de deepfake qui était assumé. Puisque justement, c'était dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au deepfake. Mais en effet, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Barack Obama dont on entendait la voix et dont le visage imitait même la manière de parler, qui traitait l'autre candidat, donc Donald Trump, de asshole, si je me souviens bien. Donc des propos qu'il n'aurait évidemment jamais tenus dans la réalité. Mais qui avait été imité avec une crédibilité surprenante. Laura Sibony, vous enseignez, je le disais en ouverture, les bases de l'intelligence artificielle à de jeunes étudiants. Comment vous présentez l'IA à vos parents, à vos grands-parents? Alors, l'une des premières questions que je pose en général, c'est quand est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour la dernière fois? C'est une question que je pose aussi aux auditeurs, parce que souvent, lorsqu'on pense à intelligence artificielle, on se demande quand est-ce que j'ai tenu mon smartphone dans les mains pour la dernière fois. Et si j'ai voulu la raconter dans Fantasia, c'est d'abord parce qu'elle est invisible, parce que l'intelligence artificielle, on l'utilise en ce moment. On l'utilise tous en ce moment parce que c'est ce qui nous évite d'être noyés sous les spams, parce que c'est ce qui va sécuriser les comptes bancaires, détecter les fraudes, parce que c'est ce qui optimise la batterie de nos portables. Ça ne se limite pas à ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est toutes ces technologies qui ne vont pas fonctionner de façon procédurale, mais qui vont chercher des motifs de similarité dans des bases de données et qui peuvent avoir des usages notamment très divers et puis très ambigus. Puisque l'IA, elle peut servir aussi bien à repérer des tumeurs sur des radiographies, donc à prévenir des cancers, qu'à équiper des drones tueurs. Donc c'est des technologies qui sont très ambiguës, qui sont déjà présentes, mais le plus souvent invisibles. Donc j'ai voulu leur donner un visage dans Fantasia. Lorsque je l'enseigne, j'essaye de les rendre visibles à travers des bases de données qui vont être plus proches de celles qu'on connaît, plus visuelles. Notamment parler de l'algorithme de recommandation sur Netflix, sur Spotify. Qu'on utilise tout le temps et qui nous suit d'ailleurs après un achat, par exemple, aussi par ailleurs pour les contenus publicitaires. Complètement. Une question qu'on me pose souvent, c'est voilà, je parlais de chocolat belge hier. Aujourd'hui, on me recommande des chocolats belges sur Facebook. Est-ce que Facebook m'écoute? Et la réponse est frustrante, assez terrifiante. La réponse, c'est que non, Facebook, Google ne vous écoute en général pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'écouter vos conversations pour savoir, d'écouter nos conversations, pour savoir ce qui nous intéresse. On laisse constamment des données en ligne par notre historique de navigation, par nos likes, par les... On nourrit Big Brother, pour reprendre une référence ancienne. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on donne des données sur nous notamment, qui peuvent être croisées, qui peuvent mener à du profiling. Et ces données, on les donne essentiellement aux grands acteurs de l'Internet, donc qui ont souvent des poids qui sont supérieurs, des poids économiques supérieurs au PIB d'États entiers, donc qui ont aussi un rôle politique. Est-ce ils peuvent avoir un rôle politique, une influence politique plus importante encore que certains dirigeants? Il est certain que les décisions algorithmiques que prennent le groupe Meta, le groupe Alphabet, ont un impact politique. Lorsque Facebook prend des décisions sur quel est le contenu qui va être de la publicité, quel est le contenu qui va être de la propagande, surtout lorsqu'on est en période d'élection, ça a évidemment un rôle politique et un rôle sur l'issue des élections.
Dernière question, Laura Siboni. Si tout le monde n'a pas eu la chance de visiter les États-Unis ou de faire de la plongée sous-marine, tous nos auditeurs ont sans aucun doute déjà utilisé le moteur de recherche de Google bourré d'IA. Être en deuxième page de résultats sur Google, écrivez-vous, c'est comme être refoulé à l'entrée de la boîte de nuit. On ne vous félicitera même pas de l'effort. À quoi ressemble la bataille pour le référencement ? Tous les coups y sont permis, mais même les moins honnêtes. Oui, la bataille pour le référencement, c'est donc pour arriver en première page des résultats Google lorsqu'on a un site internet. C'est en effet le Graal. Quand on regarde les statistiques, je crois qu'il y a moins de 1% des clics qui sont accordés à la deuxième page des résultats Google. Et donc, le fait d'avoir une information qui va être poussée au premier, c'est un enjeu pour les publicitaires. Un enjeu peut-être un tout petit peu moins marquant depuis l'arrivée des IA génératives auprès du grand public, puisqu'aujourd'hui, on a les moteurs de recherche comme Google et les moteurs de réponse comme ChatGPT, comme Gemini, comme Mistral, qui vont directement donner des réponses et non plus des liens. Parce qu'il y a d'autres enjeux et d'autres problèmes. Mais donc, la bataille pour le référencement sera peut-être un tout petit peu moins féroce maintenant. Merci beaucoup Laura Siboni d'avoir été avec nous pour nous présenter votre essai absolument remarquable dont je conseille la lecture à nos auditeurs. Fantasia, c'est publié aux éditions Grasset. Entretien retrouvé sur radioj.fr en podcast et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi et à très bientôt.